Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et merci d'être avec nous de nouveau pour cette nouvelle semaine composée évidemment de plusieurs rendez-vous. Vous le savez, les routes de l'été, c'est ce rendez-vous qui nous permet, de vous écouter, de traiter des dossiers liés à l'été, mais également de pouvoir parler de tables de l'été, de sentiers ou d'endroits incroyables, détournés, sympathiques, pour pouvoir passer des week-ends, des moments incroyables. Ce matin, dans quelques instants, on va mettre le cap sur le Haut-Forez, dans les détours de vacances. On ira passer une nuit à l'auberge des Renardières avec la fondatrice de cette auberge, des logements insolites, sans eau ni électricité, perchés entre 3 départements à 2 pas de Saint-Étienne ou de Lyon. Un lieu qui sent bon l'authenticité, les produits du terroir, le retour aux choses simples. Nous allons aussi à 11h45 prendre la direction de la table de l'été avec un fruit incroyable. Il s'agit du melon. Et ce fruit, oui, vous l'avez évidemment mangé depuis le début de cette saison, je vous l'imagine. Avez-vous d'ailleurs, vous, remarqué que cette année, les melons étaient particulièrement bons? Là aussi, j'ai besoin de vous. Venez nous retrouver, venez nous dire si vous avez effectivement trouvé des melons exceptionnels cette année. Comment vous les choisissez, vous, vos melons? Vous n'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre pour nous en parler. Et ce sera l'un de nos autres rendez-vous pour notre route de l'été qui va commencer du côté des sentiers de l'été. Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et tout de suite, nous allons prendre le temps de vous accueillir et de parler d'un sentier de l'été, un sentier de l'été incroyable. Ce sentier de l'été que vous allez avoir, vous, du côté d'un endroit peut-être que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est important pour nous parce que ces détours nous permettent, pendant notre émission, tout simplement de prendre le temps. Est-ce que cela vous dirait de passer une nuit à l'auberge des Renardières dans le Haut-Forez? Je vous propose tout simplement de me suivre et d'accueillir Zazou, qui en est la fondatrice. Bonjour Zazou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez travaillé dans une auberge d'ailleurs pour financer vos études. On va en parler de cette auberge. On va découvrir un havre de nature, de charme, d'éco-créativité qui a été imaginé par vous-même, par vos soins. 3 mois après l'ouverture de ces logements, vous nous racontez comment votre passé en auberge vous a conduite ici. Racontez-nous, Zazou, comment votre histoire avec l'auberge a donné lieu à donner naissance à ce lieu. Je vais mettre tout dans le bon ordre. Ouais. Il vaut mieux mettre les mots dans le bon sens. C'est ça. C'est plus radiophonique. Alors, racontez-nous. Du coup, moi, j'ai fait des études en amélioration et production des végétaux à l'université de Reims. Et auparavant, j'étais sur Saint-Étienne pour ma licence. C'est là que j'ai beaucoup travaillé dans une auberge dans les monts du Pilat. Et je m'étais dit, si jamais tu n'arrives pas à la fin de tes études, tu pourras devenir aubergiste. Je suis quand même arrivée à la fin de mes études et je me suis dit non, en fait, je crois qu'il faut être aubergiste. Donc, je suis passée par un premier projet parce que les banques étaient plus frileuses d'une auberge que d'un petit bistrot. Ouais. Donc, j'ai ouvert mon premier bistrot bar à vin à Saint-Étienne qui s'appelait Au Baratin, que j'ai tenu pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, la boucle étant bouclée, il était temps de passer à un autre projet. Et voilà. Et du coup, on a cherché auprès du parc du Livradois-Forêt, dans les monts du Forêt, un lieu qui nous permettait de combiner à la fois l'activité et la vie privée. Donc, on y est. Ah, excellent. Et alors, cet endroit, ça a été un coup de cœur ? Oui, parce qu'il cochait toutes nos cases. C'est-à-dire qu'il y avait du point d'eau, il y a 3 étangs sur place. C'est au cœur d'un grand parc de verdure. On est au cœur de 4 hectares, nous, sur le domaine. Donc, ça nous permettait de combiner aussi, on voulait des animaux sur place pour faire de l'éco-pâturage et pour utiliser nos animaux sur la table de l'auberge, en fait. Donc, on élève des brebis noires du Velay, une petite espèce de petites brebis, en fait, noires qui sont endémiques du lieu et qui nous permettent de faire notre viande pour la table. Mmh. Voilà. L'objectif, c'était vraiment d'avoir quelque chose de circulaire. Voilà. Et l'avantage de ces 4 hectares permettait d'avoir une atmosphère à la fois de paix et de repos, et surtout permettait des zones différentes, c'est-à-dire dans les arbres, au bord de l'étang, au cœur de la prairie,
et nous permettait d'imaginer différents logements pour accueillir nos séjournants sur plusieurs jours sans qu'ils se croisent forcément. Ouais. Que chacun ait la paix. Ça c'est bien parce que c'est quelque chose d'important pour vous, la paix, comme vous dites. Oui, il me semble qu'en plus il faut tendre à reconnecter à ça. C'est pour ça que nous on a choisi d'avoir de véritables cabanes, donc avec une forme d'autonomie auprès de l'eau, avec des réserves d'eau potable d'une vingtaine de litres. Un poêle à bois pour chauffer l'hiver, et je fais des cabanes isolées en biofibre, donc c'est laine, lin, chanvre, et toilettes sèches pour l'urgence de la nuitée. Voilà. Après, sur place, dans la bâtisse principale, on retrouve les douches et les toilettes classiques. Comme en fait on loue toute l'année, il nous semblait important de ne pas travailler seulement avec de la douche solaire dans la cabane, parce que nous les hivers, quand on a une semaine entre moins 15 et moins 11, il faut pouvoir se doucher au chaud. Surtout que vous avez ouvert 3 mois avant l'hiver, hein. C'était quoi? C'était en septembre 2024. Hein. Ça va faire 1 an là que vous êtes ouverte. Et oui, c'est ça. On peut faire le bilan du 1 an, enfin bientôt. Alors il y a deux types de bilans. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bilan à la fois comptable, et ça on attendra un petit peu pour le savoir, parce que c'est toujours une démarche un peu plus longue. Et on peut faire un bilan humain, et ça je suis capable de le faire. Alors parce que c'est mon domaine. Alors nous on a un retour très positif de la part des gens qui viennent nous voir. D'abord parce que ça permet de déconnecter, de décrocher, et qu'on a un lieu très riche en activités, on va dire à 1/4 d'heure. Si on circule à 1/4 d'heure autour, quand vous passez une semaine chez nous, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Alors, ce qui est important aussi, on va faire un petit point. Il y a quoi comme hébergement? Il y a la cabane du pêcheur, la Renardière, qui est une cabane semi-enterrée. C'est plutôt pour 2 personnes, hein, celui-là. Celle-ci, elle est pour 2, voilà. La cabane du pêcheur, on peut être de 2 à 6 personnes. Voilà, plutôt de petits groupes. On a une tente qui s'adresse aussi aux randonneurs, donc à cheval, à vélo, à pied. C'est la tente du berger. Et on a une ouverture qui date du mois d'avril, le dôme astral. Alors ça, moi, ça m'intéresse. Eh ben, le dôme astral, ça a été notre dernière découverte. On a fait, on est accompagné en fait par la Chambre du commerce et d'industrie, et en discutant avec mon accompagnante, en fait, on a fait le salon du tourisme à Montpellier au mois de novembre dernier, ce qui nous a permis de rencontrer des travailleurs alsaciens qui s'appellent les Tipi Jean Lehmann et qui fabriquent avec une petite entreprise à taille humaine différents types de dômes, de zones. Voilà. Et nous, on a choisi pour le coup le dôme qui est une petite vingtaine de mètres carrés de surface. D'accord, trop bien. Et on va pouvoir regarder les étoiles allongées. Et voir les étoiles. Et protéger. Et là, je viens de mettre la photo ce matin sur nos réseaux. Donc, comme là, c'était la semaine de la nuit des étoiles. Enfin, on a 15 jours à peu près sur le mois d'août. Ouais. C'est vraiment le moment parfait pour venir observer. Puis aussi à l'hiver, le ciel est souvent très beau pour l'hiver. Ouais. Ah oui, vraiment. Voilà. Et là, il y aura le chauffage l'hiver, on est d'accord. Hein. Voilà, il y a le poêle à bois. Et puis on est équipé matelas et oreillers couettes par un fabricant de Haute-Ardèche à Saint-Pierreville, Ardelaine, qui est une scope. Qui fait des matelas et oreillers en laine de mouton et qui permet d'avoir à la fois très chaud, mais aussi d'avoir un côté très apaisant. Excellent. Et puis on est dans le local et ça c'est top aussi, c'est important. Contact avec la nature, c'est plutôt un écolieu de charme. On est avec de la gentillesse. On est vraiment sur un très très bel endroit et on voulait vous mettre en avant, Zazou, vous qui gérez les Renardières. Et pour tous nos amis qui veulent en savoir plus sur les Renardières, rendez-vous sur le site internet lesrenardières.fr. On rappelle l'adresse exacte pour conclure, Zazou? Oui, 659 chemin des Renardières. Et vous avez à Leçon en forêt. Pardon, je vous ai coupé la parole. À Leçon en forêt. Usson, U2SON. Usson en forêt. On n'est pas très loin du Puy-en-Velay. On est entre Clermont-Ferrand et le Puy-en-Velay. Exactement. Ouais. 1 heure de Lyon, donc la perfection. Eh ben c'est top. On vous remercie, Zazou.
Merci beaucoup pour cet appel. Au plaisir. Merci, au plaisir de venir découvrir votre lieu incroyable pour cette auberge un peu particulière, enfin ces hébergements sublimes, les Renardières. Dans quelques instants, nous allons vous proposer notre rubrique Sud Radio vous écoute. Nous allons plonger dans un univers qui fascine autant qu'il intrigue, celui de la médecine légale. Vous pensez que peut-être un scalpel, autopsie, scène de crime? Notre invité, lui, va vous montrer que c'est aussi une discipline au service des vivants. On en parle dans quelques instants avec notre invité Bernard Marc, qui va témoigner de son quotidien et qui signe aux éditions Mareuil Éditions un livre qui s'intitule Médecin légiste pour les morts et les vivants. Et je vous invite à venir témoigner si vous, vous avez eu affaire à un médecin légiste. Pas vous personnellement, si vous êtes vivant, on est d'accord. Mais si vous connaissez ou si vous avez juste envie de lui poser des questions, vous êtes bien sûr les bienvenus au 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio. Laurence Perrault. Et je vous rappelle que nous avons dans quelques minutes, enfin une petite demi-heure, rendez-vous sur la table de l'été avec le melon. Oui, la table de l'été va mettre le melon, va sublimer le melon. Moi personnellement, c'est un fruit que j'adore. Mais est-ce que vous savez bien les choisir? Tiens, c'est une des questions que je poserai à notre invité, mais parce qu'il ne s'agit pas simplement que la queue soit un peu fantillée par le sucre. Non. Moi, j'ai quelque chose à vous dire après pour être sûr de jamais vous tromper sur les melons. Ça n'a rien à voir avec la queue qui est fendillée. Rien à voir. Mais si vous avez aussi une bonne astuce pour bien choisir vos melons, si ce n'est de faire confiance à votre maraîcher, vous êtes les bienvenus dans moins de 30 minutes au 0826 300 300. Tiens, on va pas parler de melons là. On va disséquer autre chose. Sur Sud Radio, Sud Radio vous écoute, donne la parole à un médecin légiste. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Un médecin légiste qui va être avec nous dans quelques instants. Il s'agit de Bernard Marc qui signe aux éditions Mareuil Éditions médecin légiste pour les morts et les vivants. Mais après plus de 30 ans passés en unité médico-judiciaire, qui est le docteur Bernard Marc, médecin légiste? Il revient sur son parcours en médecine légale et sur plusieurs affaires marquantes qu'il a traitées. Vous avez étudié le sujet, vous avez disséqué Bernard Marc. Théo Ampaillac, bonjour. Oui, bonjour Laurence, bonjour à tous. Et oui, contrairement à une idée reçue, c'est vrai que le rôle de médecin légiste ne se limite pas uniquement aux autopsies. Dans 90% des cas, il intervient auprès de victimes vivantes. Depuis 40 ans, le docteur Bernard Marc recueille les récits d'agressions, examine les corps avec rigueur et collecte des preuves cruciales pour la justice. Dans un extrait du documentaire Infrarouge diffusé sur France Télévisions, on le voit recevoir une femme victime de violences conjugales et son témoignage est glaçant. Qu'est-ce qui se passe en 2020? Ça commence comment? Sexuellement, il commence à avoir des désirs différents. Il a commencé à me pénétrer quand je dormais. C'est quelque chose qui avait été discuté avant ou pas du tout? Non. Mais en fait, c'était parce qu'il me disait que s'il me désire, c'est qu'il m'aime. Il m'a dit, tu préfères un homme qui ne te désire pas? Violence sexuelle, violence physique, violence psychologique, c'est vrai que c'est un rappel terrible puisque depuis le début de l'année, 99 femmes ont été tuées en France sous les coups de leur compagnon ou de leur ex-compagnon. Alors évidemment, on pourra en reparler dans d'autres sujets, mais pour l'heure, on va rester sur la vie de Bernard Marc, ou tout cas la vie, le quotidien d'un médecin légiste aux éditions Mareuil Éditions, puisque vous sortiez votre livre prochainement. Bonjour Bernard. Bonjour docteur. Bonjour, heureux d'être avec vous. Moi aussi. De mon vivant. Je suis très heureuse d'être avec vous de mon vivant. Oui. Excusez-moi. La blague était facile, mais je ne pouvais pas ne pas la faire. Je voudrais qu'on parle avec vous, parce qu'on va lever le voile sur un métier qui intrigue, qui parfois inquiète, qui joue un rôle essentiel dans la justice et la protection des victimes. Et vous êtes médecin légiste, Théo vient de nous le dire. Vous nous racontez tout dans ce livre. Alors, si vous avez des questions ou des témoignages, vous nous rejoignez au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à venir nous retrouver. Alors, je voudrais en savoir plus sur vous, docteur Marc. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir médecin légiste? Eh bien, un petit peu un hasard qui faisait qu'au début de mes études, ayant commencé à faire de l'expertise, je me suis retrouvé dans une équipe qui ouvrait les premières unités médico-judiciaires à l'Hôtel-Dieu. Et puis, comme jeune interne, eh bien, je suis tombé un petit peu dans cette filière avec des choses extraordinaires au début, puisque je suis arrivé en même temps que l'utilisation des empreintes génétiques, que l'ADN, la preuve suprême à l'heure actuelle, et je suis arrivé en même temps que le nouveau code pénal,
qui mettait notamment en évidence beaucoup de choses intéressantes, un aspect nouveau, en particulier sur les violences sexuelles, les violences à la personne. Et c'est un petit peu comme ça que je suis entré dans la profession. Et puis, votre livre va nous permettre, on va le découvrir au fur et à mesure de cet échange avec nous sur Sud Radio. Vous allez raconter d'ailleurs les dossiers un petit peu particuliers que sont les homicides, les suicides, les crimes liés aux violences conjugales, etc., la torture. C'est quand même assez incroyable. On va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Le médecin légiste est un petit peu plus connu du grand public grâce à toutes les séries policières qui nous abreuvent depuis plus de 20 ans maintenant. Vous insistez quand même que votre métier, docteur Marc, c'est aussi un travail auprès des vivants. Est-ce que vous pouvez me décrire concrètement vos missions ? Comment ça se passe ? Alors les missions du médecin légiste, c'est effectivement d'être aux côtés des victimes pour les constats médico-légaux qui vont être nécessaires pour tous les jugements qui vont avoir lieu, toutes les affaires pénales en cours. Alors quelquefois ces victimes sont malheureusement décédées, et puis dans un bon nombre de cas elles sont encore vivantes, soit parce que les violences sont relativement peu importantes, soit parce qu'il s'agit de violences sexuelles ou de violences psychologiques. Il faut comprendre à l'heure actuelle que notre exercice médico-légal, il est médico-psycho-légal. Il y a dans ces unités des médecins légistes, mais des psychologues qui font aussi de la psychologie légale. Donc tout ça pour essayer de donner un aspect, donner des éléments importants de mesure, de quantification, d'objectivation de violence dont souffrent ces personnes. Et c'est très important d'être à la fois au service des victimes et au service de la justice. Quand vous arrivez sur une scène de crime, là, ça y est, moi je suis dans les films là. Quelles sont les premières choses que vous observez ? Alors, quand on arrive sur une scène de crime, le médecin légiste, il va avoir d'abord à prendre un petit peu connaissance de l'ambiance, et puis à s'habiller, à être c'est la troisième silhouette blanche qu'on voit quand il y a quelques photos ou quelques extraits vidéo pris. Il y a d'abord les techniciens de scène de crime qui vont relever tous les traces et indices, et on ne perturbe pas leur travail pour rajouter de l'ADN, éventuellement par une erreur. Et puis là, on va être le premier élément, celui qui va donner les premières indications, expliquer un petit peu la cause du décès, aider les enquêteurs, les guider vers telle ou telle piste possible par l'étude du corps, la première étude du corps qu'on va pouvoir voir sur les lieux, mais aussi par des éléments aussi d'environnement ou des questions qu'ils peuvent avoir sur tel médicament à proximité, telle consommation d'un toxique, et on va être leur référent technique médico-légal dès les premiers instants, et qui sont des instants capitaux. La scène de crime, elle est toujours fondamentale. Juste parce que je fais une petite parenthèse sur les séries, et puis on a aussi Brigitte sur la page Facebook de Sud Radio qui me dit « Ouais, chouette, on rencontre un Balthazar » qui est sans doute le médecin légiste le plus célèbre en France aujourd'hui par la télévision. Que pensez-vous des images d'ailleurs véhiculées par les séries ? Est-ce que c'est relativement proche de la réalité ou pas du tout ? Alors il faut faire des médecins légistes qui crèvent l'écran quand même. Donc malheureusement on doit être un petit peu plus terne sur les lieux où on travaille. Et puis il y a une deuxième chose qui est effectivement le temps, où effectivement nos investigations sont longues, les prélèvements qu'on va faire et les analyses qu'on va faire ne sont pas aussi immédiats et formidables. Et on se base vraiment sur des éléments scientifiques. Donc nos intuitions et nos éléments qui vont nous faire transcender la vérité ou la trouver tout de suite, c'est très bien dans les séries. Nous, on est beaucoup plus sur une réalité concrète et des éléments qu'on essaie d'assembler les uns après les autres pour qu'il y ait une cohérence dont on pourra discuter lorsqu'on sera devant la cour d'assises et on déposera lors des procès. Vous dites dans votre livre, médecin légiste pour les morts et les vivants, aux éditions Mareuil Éditions, docteur Bernard Marc. Vous parlez beaucoup des vivants depuis le début de notre échange. Vous avez aussi beaucoup parlé des violences aux féminines, des violences psychologiques, des personnes âgées maltraitées. Vous identifiez parfois cela avant même qu'ils ne parlent. Comment ça se déroule cette partie de votre mission ?
C'est très important que dans notre entretien avec des victimes, on puisse dévoiler des violences. On l'imagine par exemple assez bien avec des mineurs. Il y a par exemple dans nos unités des unités pour l'enregistrement filmé, les auditions filmées des mineurs qu'on accompagne un petit peu pour pouvoir raconter l'indicible. J'en fais état dans une des histoires qui est racontée dans ce livre, mais aussi lorsqu'il y a des violences à la personne et des violences notamment dans les violences conjugales. On a entendu dans l'extrait du remarquable documentaire qu'avait fait Marion Angelo Santo pour France Télévisions, qui s'appelle Légiste aux côtés des vivants. On a entendu quelqu'un qui avouait des éléments qui les donnait aux médecins parce que c'est plus facile sur des violences et notamment des violences sexuelles qu'on voit de plus en plus dans les couples. Ces violences sexuelles, elles représentent pas rien, elles représentent entre 20 et 25% des violences exercées dans les couples à l'heure actuelle. C'est les statistiques de 2024 dans les 2 services que je dirige. Wow. Donc on a des choses qu'on va pouvoir sortir, révéler. C'est pas rien parce que ça va changer par exemple d'une affaire qui serait correctionnelle à une affaire qui peut aller devant une cour d'assises. Et il y a eu des affaires tout à fait retentissantes. L'affaire Pellico n'est pas pour rien. Des petits Pellico, il y en a beaucoup que l'on rencontre dans nos services. Oui, c'est ça, c'est que vous êtes médecin légiste évidemment également pour les morts et c'est important pour les vivants. Je voudrais vous poser une question très directe et très intime, si vous me le permettez, docteur Bernard Marc. Après toutes ces années à travailler autant à disséquer les morts qu'à aider les vivants, émotionnellement, comment ça fonctionne pour vous ? Est-ce que vous réussissez à vous protéger vous-même parce que vous devez vivre des situations et des affaires très dures ? Alors c'est très important d'avoir un recul professionnel lorsqu'on entend les choses, parce que pour porter la parole des victimes, qu'elles soient mortes ou vivantes d'ailleurs, parce que l'enfant peut pas apporter sa parole, la personne très traumatisée peut pas l'apporter, c'est nous qui devons l'apporter, et le corps, la personne décédée, ne peut pas non plus apporter sa parole, il va falloir qu'on l'apporte. Bien là, on a besoin d'être très professionnel. Et puis derrière cet aspect très professionnel qui est nécessaire, parce que psychologiquement, sinon ça nous déstabiliserait. Mais il y a des moments difficiles. Moi, je sais que je passe beaucoup par l'écriture pour dire les choses, et je pense que une part de cette émotion et de ce qui était caché est ressorti, est entre les lignes de l'ouvrage que j'ai publié récemment, parce que là, il y a une part de vérité, de vérité personnelle et humaine qui ressort. Et l'écriture est un échappatoire et un moyen de s'équilibrer devant des situations difficiles. Mais quelquefois, devant des situations difficiles qu'on a rencontrées, des scènes de décès, parfois accidentelles mais tout à fait dramatiques, eh bien, il y a besoin du temps, et il y a des rapports qui ne s'écrivent pas dans la journée. On peut pas passer de ce qu'on a vu à immédiatement l'écriture, même d'un rapport médico-légal. Il y a besoin parfois d'une journée pour souffler un petit peu, avec des choses qui ne sont pas toujours commodes à voir et à constater. Notre société est parfois dure. Oh là là, et pas que notre société, ceux qui la composent aussi pour certains, et pas de souci. Docteur Bernard Marc, alors on va dans 2 minutes maintenant faire une première pause. On recevra Romina qui est avec nous au 0826 300 300 qui a des questions à vous poser. Elle nous a rejoint, Manu l'a accueilli. On a François sur la page Facebook de Sud Radio qui a des questions à vous poser, mais avant de les accueillir ou avant d'être leur voix, racontez-nous, avant la première pause de notre émission, l'une des histoires qui vous a le plus marqué, peut-être, que l'on retrouve dans votre livre, ce livre Médecin légiste pour les morts et les vivants, qui est sorti au mois de juin dernier aux éditions Mareuil Éditions. Docteur Bernard Marc. Eh bien, c'est une histoire qui mêle à la fois des violences dans le couple, un féminicide, un colcaise, et qui est l'histoire d'une femme qui vient au départ me consulter, victime de violences très sérieuses de la part de son mari. À ce moment-là, il n'y a pas encore toute la dynamique pour les prendre en compte, mais il y a déjà les empreintes génétiques, et on va entendre le mari puis le laisser sortir, et on va faire à ce moment-là des empreintes génétiques qui vont être analysées tranquillement par la suite. Ça aura son importance.
Ces violences, elles sont très importantes, elles sont très inquiétantes, je le signale, et le mari doit savoir qu'il va être interpellé, mais c'est pas immédiat à ce moment-là. Et ça va se conclure terriblement puisqu'il va enlever sa femme, puis la tuer, puis essayer de brûler le corps, tout ça dans un élément tout à fait sordide, puis essayer de se donner la mort en s'immolant par le feu, mais il a plus d'essence et il va se noyer, donc quelque chose de tout à fait dramatique. Donc on est dans quelque chose qui est déjà difficile à voir parce que cette mort qu'on aurait pu éviter, on n'a pas pu l'éviter. Vous vous rappeliez tout à l'heure les 99 féminicides depuis le début de l'année, vous voyez, il y en avait déjà, et c'était déjà une problématique particulière. Et puis, quelque temps après, les empreintes génétiques de ce monsieur ressortent. Et malheureusement, elles apportent la conclusion à un cold case qui a été tout à fait fameux, l'affaire Angélique, qui est celui d'une jeune fille qui a été tuée et violée il y a des années. Tout le monde a cherché à voir l'auteur, on n'arrivait pas à matcher, à trouver qui pouvait être cet auteur. Là, on a le nom et la terrible difficulté d'avoir à la fois le nom et de ne pas pouvoir le juger puisqu'il s'est donné la mort. Et cette espèce de parabole très complexe, on y arrive. Parabole tellement complexe que ce poids-là, l'avocat de la famille, maître Muriel Bélier-Kant, avait, avec la famille, réussi à influencer l'inscription au fichier national des empreintes génétiques. C'est à cause de cette histoire que le fichier national des empreintes génétiques, qui résout tant de cold cases, vous voyez, on est vraiment dans des sujets que ce fichier donc a fait naître cette possibilité de résoudre les cold cases. Et pire encore, dernier élément dramatique, j'aurais expertisé sur les plaies, les photos des plaies et des lésions sur Angélique et sur les photos des plaies et des lésions que j'ai prises moi-même sur les corps de la femme décédée, a identifié le fait que la même arme a été utilisée. Donc, vous le disiez, la société est dure et certains qui la composent encore plus dure, avec cette fascination pour le crime qui avait fait garder au criminel l'arme du crime dont il s'est servi 2 fois. Le docteur Bernard Marc est avec nous sur Sud Radio. Dans Sud Radio vous écoute, dans le cadre des routes de l'été. Le docteur Bernard Marc, chef du service de médecine légale. Il exerce la médecine depuis 35 ans, cette médecine légale en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France. Il compte aussi plus de 20 ans d'expertise près de la cour d'appel. Il est par ailleurs médecin légiste, référent dans de nombreuses émissions, notamment Appel à témoins sur M6, animé par Julien Courbet, Enquête criminelle sur W9 avec Nathalie Renaud. Et il commet, oui, je dis bien, il commet ce livre aux éditions Mareuil Éditions, le docteur Bernard Marc, médecin légiste pour les morts et les vivants. Il est notre invité dans Sud Radio vous écoute. D'autres histoires seront à venir sur notre antenne. Restez en notre compagnie. Je vous accueille pour vos questions dans quelques minutes. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et après plus de 30 ans d'enquête médico-judiciaire, il a vu le meilleur et parfois le pire de l'âme humaine, des affaires criminelles marquantes, des vies sauvées, des vérités mises en lumière. Le docteur Bernard Marc, médecin légiste, est notre invité. Et vous aussi, vous avez des questions à poser à notre invité sur Sud Radio, vous nous écoute, vous pouvez composer le 0826 300 300 ou simplement réagir aussi sur la page Facebook de Sud Radio où vous êtes nombreux, où il y a énormément de questions qui arrivent. Matt est là, Nathalie, François, tout le monde est là, donc on va prendre le temps. Docteur Bernard Marc, d'ailleurs, si vous l'acceptez, je demande toujours l'autorisation, nous allons accueillir Romina qui a des questions à vous poser. Vous qui signez ce livre Médecin légiste pour les morts et les vivants chez Mareuil Éditions. Êtes-vous d'accord ? Tout à fait, bien sûr. Oui. Je connaissais la réponse, je n'ai pas pris beaucoup de risques. Bonjour Romina. Oui, bonjour. Vous êtes à Vic en Bigorre. Oui, dans le 65. Oui. Infirmière libérale et vous avez donc des questions, c'est ce que vous avez dit à Manu, à poser à notre invité. Oui, bonjour. J'exerce en tant qu'infirmière libérale en milieu rural et évidemment cette question des luttes contre les violences faites aux femmes comme aux enfants, elle peut aussi faire partie de mon quotidien puisque je rentre chez les gens. Et j'avais une première question, c'était de savoir si le docteur pensait que la formation médicale permettait aux médecins déjà de savoir recevoir la parole des victimes. Et est-ce que vous pensez qu'ils sont pleinement capables, à partir de cette formation médicale, de savoir quoi en faire ?
Docteur Marc? Alors, c'est véritablement des axes sur lesquels il faut travailler pour la formation médicale continue. Je crois que dans nos études de base, on avait assez peu de choses. Heureusement, il commence maintenant à y avoir de plus en plus dans les instituts de formation en soins infirmiers, pour parler déjà de vous, Romina, des formations et un temps passé en 3e année pour sensibiliser à cette problématique, puisque les attestations par les professionnels de santé comme vous sont tout à fait possibles et que vous entrez dans les maisons, beaucoup plus d'ailleurs que les médecins traitants qui à l'heure actuelle font assez peu de visites à domicile. Et puis pour les médecins, on essaie de mettre en place ces éléments, de sensibiliser. On le fait peu à peu, pas à pas. C'est aussi une grande partie de mon travail depuis des années. Je fais beaucoup de formations, je me déplace, je vais former des professionnels un peu partout, que ce soit dans la Meuse ou à Pau, en passant par Avranches, donc des endroits où on a besoin, on a ressenti ce besoin, les équipes se sont trouvées, où les professionnels se sont trouvés devant tel ou tel type de situation, et j'interviens là aussi sur mes zones d'activité, évidemment, pour essayer de multiplier ces formations et de faire que l'écoute, le repérage soit de plus en plus efficace. Mais c'est encore un grand chantier, et c'est peut-être le chantier de ma fin de carrière, parce que c'est vraiment très important de sensibiliser le maximum de professionnels de santé à ces problèmes. Justement pour qu'on s'arrête à la prévention et qu'il n'y ait pas le diagnostic merveilleux fait par le médecin légiste, merveilleux avec tous les guillemets que vous imaginez, lorsqu'on a à faire face à un corps en disant « Ah oui, c'est normal, on le savait bien, ça devait arriver depuis le temps qu'on le savait ». Eh bien ça, si on veut plus l'entendre. Mais du coup, pour répondre vraiment à la question de Romina, vous êtes plutôt aussi un défenseur de la formation pour les infirmières libérales comme Romina et toutes ses collègues? C'est tout à fait nécessaire. Il y a un site extrêmement important pour les professionnels de santé qui s'appelle Arrêtons les violences. .gouv.fr, donc c'est dire s'il est officiel, mais ce Arrêtons les violences comporte des éléments, on y a réfléchi beaucoup, je suis moi-même référent pour la mission interministérielle contre les violences faites aux femmes, pour la MIPROF, et on forme les praticiens, on forme les urgentistes, on forme le plus largement possible les personnels de santé, les gynécologues obstétriciens, les sages-femmes. Vous savez que la violence dans le couple, le pic de la violence, on l'imagine, il y a un pic au moment de la séparation, mais il y a aussi un pic au moment des grossesses. Et le fait d'intervenir et de signaler et de sensibiliser les professionnels fait qu'on va protéger et les femmes et les enfants, donc c'est absolument nécessaire. Et on rappelle bien, autant pour les morts que pour les vivants. C'est le titre de votre livre, Médecin légiste pour les morts et les vivants, la violence disséquée, chez Mareuil Éditions. Je l'ai pas encore lu entièrement, mais je peux vous dire que je suis déjà complètement rentré dedans, et pour être très honnête avec vous, votre écriture, Bernard Marc, me rappelle, docteur, celle d'un grand homme de télévision française qui s'appelait Pierre Bellemare et qui savait lui aussi raconter des histoires comme aucun, et vous êtes pareil. Je vais partager quelques lignes avec vous de ce livre. La veille de la journée de commémoration de l'armistice de 1918, qui anime Rotonde et ses environs compiègnois, une femme, Sylvie, se rend à une gendarmerie proche, se disant inquiète de ne pas voir rentrer son mari, craignant que celui-ci ait mis fin à ses jours en raison de leurs difficultés financières. La vie est difficile pour cette famille nombreuse, seul le mari travaille comme homme à tout faire. À l'hippodrome de Compiègne, il taille les haies, tond la pelouse, entretient la piste pour les chevaux, pas de quoi espérer un salaire mirobolant. Le 9 novembre donc, son mari Jean-Paul, bientôt 50 ans, serait parti de la maison et ne serait jamais revenu, dit-elle. Elle et ses 5 enfants s'inquiètent, etc., etc. Ce livre est vraiment, je le conseille à tout le monde parce qu'évidemment ça fait froid dans le dos. Il y a des histoires, aucune histoire n'est jolie, enfin presque. Je voudrais aussi partager avec vous les questions, docteur Marc, sur la page Facebook. François nous pose la question d'ailleurs, est-ce qu'il y a encore beaucoup de crimes en série? Et puis il nous parle aussi de l'ADN. L'ADN est fiable mais pas à 100%. Est-ce qu'il peut y avoir des erreurs?
Alors, les crimes en série sont relativement rares en France. On a beaucoup plus d'agressions sexuelles en série. Là, des violeurs en série, j'en ai vu, j'en ai côtoyé. J'ai vu les victimes d'un bon nombre. Quant à l'ADN, l'ADN est une arme à double tranchant, c'est-à-dire qu'il est maintenant tellement fiable, tellement subtil que on risque de commettre des erreurs. Il est nécessaire de véritablement traiter les scènes de crime comme si on était sur un laboratoire. Vous savez que la plus grande affaire criminelle en série en Autriche, c'est une laborantine qui traitait les empreintes génétiques et qui ne devait pas suffisamment se protéger et qui contaminait un certain nombre d'échantillons. Donc, au 30e meurtre que pouvait commettre la même femme, ils se sont quand même un peu inquiétés et ils se sont aperçus de cela. Donc l'ADN, oui, mais l'ADN ne dit pas tout et pose un certain nombre de questions. Depuis combien de temps est-il déposé? Est-ce que c'est un dépôt par simple contact ou est-ce que la personne a dû appuyer, donc éventuellement être à l'origine du crime que l'on mesure? Eh bien, toutes ces choses-là sont effectivement très importantes. L'ADN est une arme véritablement importante, mais il n'y a pas que lui dans l'enquête criminelle à l'heure actuelle. Il y a également, toujours sur la page Facebook de Sud Radio, et puis je vous demandais de nous raconter une autre histoire, si vous le voulez bien, docteur Bernard Marc. Il y a Matt qui dit, comme le dit votre collègue belge Philippe Boxeau, le médecin légiste est la dernière chance pour un mort de se faire entendre des vivants. Et pourtant, quelquefois, est-ce que cela vous arrive de ne pas trouver? Alors bien évidemment, notre apport exact est limité par les éléments scientifiques, mais aussi par un état d'un corps. Lorsqu'on retrouve des fragments osseux, c'est bien une personne qui est décédée. Il est possible que ce soit une mort criminelle, mais sur des fragments, ça va être très difficile de le dire. Il n'y a plus d'organes, il n'y a plus de plaies visibles. Mais ça veut dire, Bernard, donc, nos limitations vont dans ce cadre-là, et nos limitations vont aussi sur des décès qui n'auront pas eu l'air suspect. Ah, d'accord. Et qui peuvent être ignorés au départ, d'où l'intérêt de former les professionnels. Ça veut dire quoi que, par exemple, si un corps est retrouvé à la maison, que la personne, ça arrive malheureusement, est décédée seule, on peut avoir, comme résultat d'autopsie, mort de cause inconnue? Alors, si l'autopsie est faite, on peut avoir cet élément-là, mais dans un bon nombre de cas, le décès peut sembler naturel. Pourquoi une personne âgée ne pourrait-elle pas mourir à la maison, ce qui est assez logique? Mais il n'y a pas que des morts simples des personnes âgées et on peut avoir là au contraire une mort suspecte. Et le premier chaînon est toujours le chaînon le plus fragile et le plus important. Docteur Marc Bernard, médecin légiste, se livre pour les morts et les vivants et qui se livre également dans notre rendez-vous Sud Radio vous écoute. Merci beaucoup à Romina d'être intervenue, d'avoir posé la question. On commence le livre par cette page incroyable que vous signez, donc je vais vous demander pour conclure une autre histoire, si vous le voulez bien, docteur Marc, parce qu'on est comme ça, parce qu'on est curieux, parce que ça nous passionne, ça nous intéresse, même si ça nous fait peur. À la mémoire d'Angélique et d'Alice, nés sur 2 continents différents et qui sont devenus sords dans la mort atroce que les a réunis à 15 ans d'intervalle. À la mémoire de cette toute petite venue au monde pour ne pas y vivre un jour sous les coups qui l'ont tuée. À Maude, pour que la vérité éclaire comme la pleine lune sa nuit du 12. À elle, qui se reconnaîtra que l'emprise a conduite dans les plus avilissants des mondes de la nuit, etc., etc. Vous commencez votre livre comme ça. C'est pas la préface, puisque la préface a été signée par, j'imagine, l'un de vos amis, qui est procureur, monsieur le procureur général Jacques Dallest. Mais waouh, quel bouquin! Alors, pour conclure notre rendez-vous, docteur Marc, une dernière histoire? Eh bien, une dernière histoire, c'est celle de la nuit du 12, ce qui est devenu la nuit du 12. Racontons-la avec la terrible découverte d'une jeune femme brûlée vive dans une rue tout à fait tranquille d'un petit endroit pavillonnaire. Et ce choc terrible de voir quelqu'un de jeune dont le corps est en partie conservé et en partie détruit par le feu, cette violence-là.
l'acharnement des enquêteurs et de tout le monde à essayer de découvrir qui a pu la guetter, parce que sans l'avoir guetté dans cette petite rue, qui aurait pu lui donner la mort. Et puis des années plus tard, parce que l'histoire a été connue et parce que Dominique Moll, le réalisateur, s'en est emparé, on me pose des questions très techniques, juste d'être technique, parce que les décorateurs voudraient faire un mannequin spécial qui ressemblerait à un corps brûlé. Alors on me pose la question, est-ce que vous avez des éléments photographiques qui peuvent ressembler à un corps brûlé? Oui, je dis oui. Mais un corps brûlé à moitié, oui. Mais à moitié, juste le haut, à moitié. C'est très rare, ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu l'histoire? Et il m'explique l'histoire, il me raconte que même si le film se passe en Savoie, c'est une histoire de Seine-et-Marne. Et je leur dis à ce moment-là, oui, je vais avoir des choses à vous dire, à vous raconter, à vous aider un peu dans la véracité, parce que c'est moi qui ai découvert, c'est moi qui étais là sur la scène de crime, c'est moi qui étais aux premières investigations. Et du coup, Et du coup, stupeur du réalisateur et bien évidemment son envie et le fait qu'il a porté la parole de Maude Maréchal. On peut donner son nom puisque son nom a été donné publiquement. Le livre n'en donne aucun, mais sauf des affaires très 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 publiques. Et le jour où il reçoit tous les Césars pour ce film multi-césarisé, eh bien, il évoque la mémoire de Maude Maréchal, et qui est maintenant un des cas soumis au pôle Colcaise à Nanterre. Et dont on espère avoir la résolution, ce serait véritablement une très belle fin et une justice rendue à cette jeune fille. Rappelez-nous le nom du film. C'est le film La Nuit du 12. La Nuit du 12, exactement. Merci beaucoup, docteur Bernard Marc, d'avoir été avec nous. Je sais qu'en plus, vous êtes actuellement à l'hôpital et qu'un coup de téléphone pouvait vous faire nous quitter. Ça ne s'est pas passé pour notre plus grand bonheur. Le docteur Bernard Marc, médecin légiste pour les morts et les vivants. La violence disséquée chez Mareuil Éditions. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin dans les routes de l'été. Merci infiniment pour votre accueil. Merci à vous. Et merci pour votre livre, surtout. Sud Radio, la table de l'été. Et nous allons prendre le temps maintenant de nous régaler de ce fruit de l'été qui est le melon. Bah oui, melon fruit de l'été avec Jérôme Josserand qui est producteur de melon dans l'Hérault, qui travaille entre autres pour l'entreprise Force Sud qui regroupe 4 familles de producteurs de melon. Jérôme Josserand, bonjour. Oui, bonjour. Merci. Oh, quelle jolie voix. Bonjour tout le monde. Vous sentez la douceur de l'été qui continue? On va parler melon, c'est sucré, c'est gorgé de soleil, c'est produit entre autres dans le Midi, mais pas seulement, même si on connaît bien le melon de Cavaillon, mais ça fait longtemps. On va découvrir sous le soleil, sous l'œil passionné, votre œil, Jérôme Josserand, la culture, les saveurs, les saisonnalités, les secrets de cette production. Je voudrais en savoir un petit peu plus, d'ailleurs, on va commencer, avant de parler du melon, sur Force Sud exactement, que j'ai commencé à annoncer. Oui, alors, si on doit parler de Force Sud, oui, c'est ça, c'est un regroupement de 4 familles de producteurs créés en 1998. Et aujourd'hui, c'est la seconde génération qui a repris l'ensemble des exploitations. Donc ça, c'est l'une des plus grandes fiertés également du groupe, puisque aujourd'hui, on sait que les exploitations sont souvent ne disparaissent soit par manque de repreneurs, soit pour des raisons économiques. Et là, les 4 familles ont trouvé le courage et les enfants ont trouvé le courage de reprendre ces exploitations. Ouais, ça, c'est cool. On va parler melon, si vous le voulez bien, Jérôme, parce que c'est important. C'est vraiment un des fruits qui est le plus mangé. Quel type de melon vous proposez? Petit rectificatif. Depuis le début, vous dites fruits. En fait, c'est un légume. C'est vrai. Il est vrai. Oui. Mais moi, je le mange toujours tellement tout le temps. Début, fin, au milieu, n'importe quand, dans les salades, dans les desserts. C'est pas un souci, tout le monde fait l'erreur. Mais voilà, c'est juste, c'est une cucurbitacée. C'est vrai, voilà. Vous avez raison de le repréciser et toutes mes excuses. Quels sont les melons que vous produisez, vous? Quelle espèce? Alors, on produit ce qu'on appelle malheureusement un melon charentais. Donc, c'est un type variétal. Alors, je dis malheureusement parce que ça crée énormément de confusion chez le consommateur. Melon charentais, donc c'est un type variétal, tout comme vous avez le type variétal, le melon jaune qu'on appelle canari, ou le piel des sapos, qui est le melon vert que vous retrouvez essentiellement en Espagne, les deux. Et donc, vous avez du melon charentais produit dans l'Hérault, produit à Cavaillon, produit
dans l'ouest de la France ou autre, et je sais que ça pose beaucoup de problèmes aux consommateurs, mais là, on applique une règle qui vient de l'ONU. Donc, oui, tout à fait. Malheureusement. C'est les aberrations, tout comme il y a du chou de Bruxelles qui peut être produit ailleurs que Bruxelles. Ouais, c'est la même... C'est la même problématique. On va tout de suite passer sur le côté pratico-pratique pour bien choisir un melon. Jérôme. Ouais. Vos astuces, vos conseils. Alors, il y a différentes astuces. Si on doit déjà rien que regarder aussi sur les aspects qualitatifs du produit, parce que vous avez quand même déjà différents SICO, signes officiels de qualité, comme des labels rouges ou des AOP, ou des IGP, comme le melon Cavaillon. Là, déjà, vous êtes certain de trouver des produits de qualité. Mais en dehors de ça, vous avez également donc la craquelure au niveau du pédoncule. Vous savez, c'est cette petite queue là, qu'on appelle pécou dans le sud, qui est donc le pédoncule. C'est donc ce qui rattache le fruit à sa plante. Et donc, si le produit est un tout petit peu craquelé autour, c'est qu'on est à maturité. Et après, c'est en termes de densité aussi du produit. Plus vous avez un produit dense, plus il sera gorgé de sucre. On m'a expliqué aussi un jour lors d'une émission sur le melon, il y a très longtemps, sur une autre radio, qu'il fallait aussi regarder, vous savez, la petite pièce de monnaie qu'il y avait sur ce qu'on va appeler le cul du melon, et que plus cette petite marque était ronde et large, si a priori on m'avait même parlé de melon femelle, que j'étais sûre en prenant un gros cul, en fait, donc comme une grosse pièce de monnaie, de ne jamais me tromper. Vrai ou pas vrai? Et ça marche. Depuis le début, je le fais, ça marche. D'accord, mais le rond est un con, excusez-moi. Et pourtant, je vous avoue, Jérôme, je vous assure que ça marche. Je n'ai jamais été déçu. Ok, très bien, mais je vais vous expliquer pourquoi. Bah oui. Il n'y a pas de melon femelle et melon mâle. Tous les melons sont issus de fleurs femelles. L'abeille, puisqu'on a besoin d'abeilles, tout comme les vergers ou autres, pour polliniser la plante, on a besoin d'abeilles. Donc l'abeille va aller dans un premier temps sur une fleur mâle et prendre le pollen de la fleur mâle pour la déposer sur la fleur femelle. Donc en faisant son travail de butinage simplement. Et donc, tous les melons sont issus de fleurs femelles. Donc, il n'existe pas de melon mâle ou de melon femelle. Ça, c'est le premier point. Voilà. Et secondo, donc, le cul, plus il est large, plus il est étroit ou autre, là, c'est totalement variétal. Et donc, vous avez eu de la chance si ça a à chaque fois bien fonctionné, mais ça n'a rien à voir, en tout cas, avec soit la maturité, soit... en tout cas, en tout cas, ça marche super bien. Donc, je continuerai cette astuce parce qu'à chaque fois, je ne suis jamais déçu. Vous avez, là, on arrive à la fin. Vous voyez, par contre, que les melons femelles, ça n'existe pas. On en entend souvent parler. Voilà. J'ai compris. En tout cas, j'aime bien, j'apprends des choses. Il nous reste à peine 30 secondes. On arrive à la fin de la culture, là, de la saison. Oh non, on en aura jusqu'à fin septembre à peu près. Cool. Alors le gros de la saison, après c'est la météo qui va dicter les choses. Là nous dans l'Hérault, là on a un petit peu crainte là des futures précipitations qui sont annoncées mardi ou mercredi. Donc c'est sûr que ce genre de situation peut arrêter plus vite la saison. Mais sinon non, vous pouvez avoir du melon sur l'étal jusqu'à fin septembre sans aucun problème. Et le changement climatique vous impacte complètement ? Bon, en tout cas, on y travaille, c'est évident. Mais ça, de toute façon, depuis des siècles, le producteur, il s'est toujours adapté. Donc, on est là pour ça, justement. Il est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé vos connaissances et de m'avoir donné envie de manger ce légume qu'est le melon dès ce midi pour la table de l'été. Jérôme Josserand qui était avec nous pour nous parler de ce légume de l'été, le melon. À suivre, nous allons rester bien sûr sur nos routes de l'été. Et dans notre dossier à midi, juste après le rappel de l'actualité, on va parler des cambrioleurs qui ne prennent pas de vacances. À tout de suite. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et merci d'être avec nous également, comme tous les jours de ce mois d'août et de l'année, bien sûr, sur les routes de l'été qui continuent et qui vous accompagnent jusqu'à midi. Attention, pour notre dossier de l'été, je vous propose un seul mot, une seule phrase. Vigilance, place à la vigilance. Dans les dossiers de l'été, on le sait, les vacances sont une aubaine. Pour les
cambrioleurs. Alors comment se protéger? Quelles régions sont les plus touchées? Surtout quelles solutions existent, notamment avec les opérations Tranquillité Vacances de la gendarmerie? Pour en parler, on aura plusieurs invités et vous au 0826 300 300. Si malheureusement vous vous êtes déjà fait cambrioler, venez témoigner, venez nous rejoindre sur Sud Radio. Manu vous attend au standard et vous pourrez bien sûr réagir et poser aussi vos questions également sur la page Facebook de Sud Radio. Puis ensuite, je vous emmène sur les sentiers de l'été. On va prendre la direction du Gard pour une visite enchantée. On va s'arrêter à la Bambouseraie des Cévennes. Il s'agit d'un jardin exotique qui est unique en Europe et qui va nous transporter en un instant entre les bambous géants, les plantes rares et les atmosphères asiatiques. Ce sera un joli voyage apaisant et dépaysant. Et un autre voyage pour conclure cette émission, ce sera notre ami Rémi qui nous proposera ses escapades, nouvelle destination pour ce début de semaine. Allez, 12h10. Merci d'être avec nous sur les routes de l'été. Sud Radio, le dossier de l'été. Imaginez que vous partez en vacances et vous découvrez à votre retour que votre maison a été cambriolée. C'est la période des vacances, mais pas pour tout le monde. Les cambrioleurs, eux, ne prennent pas de congé. Chaque été, on observe une recrudescence des vols, notamment dans les résidences principales. Théo Ampaillac. Oui, en juillet et en août, les cambriolages augmentent en moyenne de près de 20% selon le ministère de l'Intérieur. Les zones rurales et les pavillons en périphérie sont particulièrement ciblés. Alors pour limiter les risques, les forces de l'ordre conseillent de simuler une présence, par exemple programmer l'éclairage, faire relever le courrier ou encore s'inscrire à l'opération Tranquillité Vacances. En quoi consiste cette opération? C'est simple, quand vous partez en vacances, vous renseignez vos jours d'absence sur le site du ministère de l'Intérieur. La gendarmerie ou la police municipale passe alors régulièrement chez vous pour voir si tout se passe bien. Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Près de 130 000 foyers en ont déjà bénéficié l'an dernier. Résultat, grâce à ces différentes mesures, le nombre de cambriolages a baissé de 9,4% par rapport à juillet dernier. Et on va évidemment en parler de ces cambriolages et vous allez comprendre que nous avons voulu évidemment avoir le côté pratico-pratique, mais comprendre également l'impact psychologique d'un cambriolage lorsqu'on en subit un à son domicile. Nous allons recevoir 3 invités. L'un d'entre eux est commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand. Nous aurons également une psychologue comportementaliste et Assurland avec le côté assurance. Bonjour à nos invités. Chef d'escadron Sébastien Rigael, bonjour. Oui, bonjour. Commandant de la compagnie gendarmerie Clermont-Ferrand. Bonjour à Marie-Victoire Chopin. Bonjour. Vous êtes psychologue comportementaliste. Et bonjour à Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assurland. Bonjour, que l'on retrouve également dans notre émission le samedi. On parle auto quand on parle assurance auto, mais ce n'est pas tout. Alors vous qui nous écoutez sur Sud Radio, je vous attends. Est-ce que vous êtes déjà fait cambrioler? Quel choc cela a été pour vous? Comment vous avez dû vous en sortir? Est-ce que vous avez été aidé? N'hésitez pas, venez nous raconter tout au 0826 300 300. On va commencer avec vous, Sébastien Rigael. Vous êtes le chef d'escadron commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand. Théo vient de nous le dire, évidemment, on le sait, cette période de l'été, comme toutes les périodes de vacances, mais particulièrement juillet-août, est l'une des périodes les plus porteuses de cambriolage. Est-ce que vous, du côté de Clermont-Ferrand, vous l'avez constaté également ? Effectivement, donc le phénomène des cambriolages se propage sur l'ensemble du territoire national et plus propice dans certaines périodes de l'année, notamment sur la période estivale où effectivement nous avons des logements, des villages ou des villes à capacité moyenne qui se vident de leurs habitants pendant cette période estivale et donc c'est beaucoup plus propice à l'action des délinquants qui n'hésitent pas donc après à passer à l'acte, notamment sur des pavillons en résidence principale. Théo Ampaillac, notre journaliste, en parlait. Pour limiter les risques, vous conseillez de simuler une présence, programmer l'éclairage, faire relever le courrier ou encore s'inscrire à la fameuse opération Tranquillité Vacances que chaque commune met en place, y compris avec sa police municipale. Effectivement, donc chaque commune qui est dotée donc d'une police municipale participe à ce dispositif, que je rappelle comme ça a été
évoqué est gratuit. Donc c'est simple, hein, c'est un dispositif où vous permettez donc et aux forces de l'ordre et aux polices municipales de déclarer votre absence avec donc une date de départ et une date d'arrivée. Donc pendant votre absence, les services patrouillent et font le tour de vos pavillons, de vos résidences pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'intrusion ou d'effraction au niveau du domicile, et on nous laisse aussi un numéro de téléphone au cas où d'une personne qu'on peut facilement contacter, un voisin ou un membre de la famille qui habite ou qui reste sur le secteur. Dans quelques instants, avec vous, évidemment, nous allons évoquer ce qu'il faut faire lorsque l'on constate en rentrant que malheureusement notre domicile a été visité. Sébastien Régal, vous qui êtes commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand. On verra également avec Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assureland, ce qu'il va falloir faire en termes de démarche et comment notre assurance peut nous accompagner. Mais je voulais aussi, ce matin, parler d'un impact dont on évoque un petit peu moins alors qu'il est très important, c'est l'impact psychologique. Marie-Victoire Chopin, vous qui êtes psychologue comportementaliste, c'est un viol de l'intimité, ce cambriolage. Mais complètement, c'est un véritable. Beaucoup de victimes comparent ce qu'ils ont vécu avec un viol psychique. Pourquoi ? Parce que le domicile est beaucoup plus qu'un simple lieu physique. C'est notre espace de protection, d'intimité. C'est le reflet de notre identité. Et quand quelqu'un force la porte, ce n'est pas seulement la serrure qui est brisée, c'est le sentiment même d'être à l'abri. Quand des inconnus fouillent les armoires, touchent les sous-vêtements, déplacent les meubles, ils franchissent une limite intime. Quand des souvenirs de famille, des bijoux transmis de génération en génération, des photos qui sont volées ou saccagées, c'est comme si on leur arrachait vraiment une part de leur histoire. Et c'est pour ça que beaucoup disent « je ne me sens plus chez moi après cet événement ». Comment vous les accompagnez ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les symptômes varient en fonction des circonstances dans lesquelles le cambriolage a eu lieu. Donc, évidemment, les personnes ont un choc émotionnel immédiat avec des réactions de peur, de sidération, de colère, de tristesse, de sentiment d'injustice. Mais parfois, c'est beaucoup plus grave, c'est-à-dire on peut parler d'un réel psychotraumatisme avec des réviviscences, c'est-à-dire des souvenirs intrusifs, des cauchemars, des flashbacks, surtout si les propriétaires étaient sur place pendant le cambriolage. Ça peut être des réactions d'hypervigilance, ça veut dire qu'on sursaute au moindre bruit, on a un sommeil agité, on devient insomniaque. On peut on a des conduites d'évitement, on refuse de dormir seul, on a peur de rentrer chez soi, on ferme, on vérifie les volets, les portes, même en plein jour. Et on a aussi des pensées négatives persistantes comme le monde est dangereux, personne n'est digne de confiance. Donc ça peut être très lourd, à la fois sur les adultes et sur les enfants aussi. Donc il faut aussi les accompagner d'une manière précoce et très rapide. Parce que effectivement leur sentiment de confiance s'effondre. Et donc, ils peuvent effectivement développer pas mal de problématiques psychologiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc déjà, ce qu'on va travailler avec la victime pour qu'elle se reconstruise, c'est de réfléchir ensemble à comment sécuriser, réinvestir cette habitation. Voilà, des choses pratico-pratiques, changer les serrures, installer une alarme, renforcer les accès. Donc ça, c'est très concret pour restaurer la sécurité psychologique. Ensuite, on va essayer de retrouver une routine, justement pour reprendre les habitudes quotidiennes, pour réinvestir ces lieux, pour recréer un sentiment de continuité, de confiance. Je conseille aussi d'en parler, d'exprimer son vécu, ses peurs, sa colère auprès des proches, auprès des amis, pour se sentir soulagé aussi, s'entourer. Il y a des associations qui peuvent éventuellement offrir une écoute, des conseils pratiques et des psychologues, bien sûr. Et si on constate les symptômes que je viens de vous décrire, au-delà de quelques semaines, ou s'ils sont trop envahissants, on a des insomnies sévères, des flashbacks, de la panique, des symptômes de dépression qui s'installent, c'est là où il faut vraiment consulter d'une manière spécialisée. Il y a des approches comme EMDR ou l'hypnose, par exemple, qui peuvent être particulièrement efficaces pour traiter ces souvenirs traumatiques. Ce n'est pas les seuls protocoles.
évidemment. Donc, il faut réagir rapidement. Ouais, en tout cas, on continuera d'en parler. Marie-Victoire Chopin, vous êtes psychologue comportementaliste. Et donc, du coup, je vais en profiter. Moi, je vais ouvrir le standard comme on le fait tout le temps dans cette émission. Si vous avez vous-même, pourquoi pas, là, dernièrement, été victime d'un cambriolage, venez poser vos questions et venez échanger aussi avec notre psychologue. Olivier Moustakakis est le cofondateur d'Assureland. Je vous donne la parole dans quelques instants pour connaître la position des assurances dans ces cas-là. Mais je voudrais accueillir Richard qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Comment vous faites, vous ? Eh ben moi, je m'en vais fin de semaine là, avec les petits-enfants pour 15 jours. Et en fait, on a des amis qui sont franco-cubains et qui habitent dans un appart un peu plus étroit que notre maison, où il y a du terrain. Et donc, ils vont prendre notre maison pendant 15 jours, voilà, tout simplement. Vous faites toujours ça, en fait ? Non, cette année en fait, c'est que ils peuvent venir. Sinon, c'est arrivé une fois que ce soit la maman de mon épouse qui était elle en appartement et qui a pu profiter de la maison. Voilà. Si on connaît des gens qui ont un peu de tout niveau, si on a des amis un peu de différents milieux, il y a des gens qui gagnent beaucoup des fois à pouvoir passer un bout de temps hors de chez eux pour visiter le coin et dans quelque chose qui peut être agréable. Le fait d'être ailleurs, déjà, c'est reposant. Voilà. C'est une très bonne idée. Qui est accumulé dans sa maison. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de solutions et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui accepteraient bien de pouvoir passer 15 jours. Et il suffit peut-être aussi d'oser mettre sa maison à un prix très, très, très correct à un Airbnb. Et là, on peut choisir qui va la hanter pendant la période et on a beaucoup moins de risques. Même sans la louer, Richard, parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, j'ai un ami quand il part. Mais non, on le offre là avec ce qu'il y a dans le frigo aussi et des bouteilles de vin. Ah, c'est bien. Je vais venir. Vous allez me donner votre adresse. Non. Mais en tout cas, c'est une très très bonne idée. Et d'ailleurs, moi, j'ai des amis qui partent quand ils partent en vacances, ils s'organisent avec des agences. Alors, ils ont aussi 2 chats, donc ça les arrange aussi. Et donc, du coup, cette agence s'occupe de leur trouver un couple qui garde la maison et qui en même temps s'occupe des chats. Voilà, il y a plein de petites idées comme ça. Merci beaucoup, Richard. Il faut s'aider. Il faut s'aider. Eh bien, ça serait tellement bien qu'on s'aide à tout niveau, ce serait vraiment cool. Et puis c'est tellement facile à faire. Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assureland. On va faire une première pause. Dans quelques instants, on revient avec vous sur le rôle de l'assurance quand on est cambriolé. Évidemment, Monsieur le commandant Sébastien Rigali, chef d'escadron, commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand. Vous me direz aussi ce que vous pensez de la réaction et du conseil de Richard et vous n'hésitez pas aussi à nous dire ce qui va se passer si je vous appelle en disant j'ai été cambriolé. Et puis Mère Marie-Victoire Chopin, psychologue comportementaliste, restez avec nous également pour parler de ce sujet des cambriolages de l'été. Nous sommes sur Sud Radio, ce sont les routes de l'été, c'est le dossier de l'été avec vous pendant encore quelques minutes. Le dossier de l'été. Et nous parlons des cambriolages, puisque malheureusement, vous le savez, c'est toujours la période où il y a de plus en plus de cambriolages. L'été est toujours particulièrement compliqué. Alors on en parle bien sûr avec vous au 0826 300 300. Et j'ai voulu ce rendez-vous dans les dossiers de l'été pour notre rendez-vous des routes de l'été avec une psychologue, Marie-Victoire Chopin, psychologue comportementaliste, qui nous apporte son regard et évidemment ce qu'il faut faire après avoir été cambriolé pour essayer au moins d'en souffrir le moins longtemps possible. Nous étions et nous sommes toujours aussi avec Sébastien Rigal, qui est le commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand, et puis Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assureland. Alors, Olivier, ça va être votre moment, parce que, évidemment, quand on est cambriolé, il y a des choses à faire. Et j'aimerais que, grâce à vous, on explique bien le côté pratico-pratique. On est sous le choc, mais que faut-il faire et ne pas oublier de faire auprès de son assurance ? Alors, les démarches sont assez simples. Ce qu'il faut faire, c'est déposer plainte déjà auprès des autorités de police. Donc ça, c'est un premier point. Et vous avez ensuite 2 jours pour faire la déclaration auprès de votre assureur en cas de vol. Donc, il faut bien avoir en tête ces éléments. C'est 2 jours. Vous disposez de 2 jours pour faire votre déclaration à partir du moment où vous avez pris connaissance du vol dans votre habitation. Et c'est la même chose si c'est l'habitation principale ou si c'est une habitation secondaire ? Alors, complètement. Alors, la chose peut-être à préciser, parce que c'est un élément important, à partir du moment où vous avez une garantie vol dans votre contrat d'assurance habitation, ce qui est majoritairement le cas pour la plupart des contrats, souvent les garanties vol, et dans la majorité des cas, sont assorties de mesures de protection à mettre en œuvre pour que la garantie soit effective et puisse être appliquée. D'accord ? Donc souvent, votre assureur, dans le contrat, pour garantir le vol, va vous demander par exemple d'installer
un certain type de serrure, parfois une alarme avec une télésurveillance, parfois de fermer les volets quand votre logement est inhabité sur une certaine durée, certains jours consécutifs, ça peut être 30 jours, 60 jours consécutifs, 90 jours suivant les contrats. Donc il faut bien évidemment respecter ces mesures de protection, parce que sans cela, si les mesures de protection ne sont pas respectées, l'assureur peut soit réduire l'indemnisation, soit l'indemniser totalement, c'est-à-dire ne pas vous rembourser du tout, ne pas vous indemniser. Ah oui. Donc c'est très important de relire dans son contrat quelles sont les mesures de protection imposées pour bénéficier de la garantie vol et surtout bien les respecter. Ça, c'est important de le préciser. Est-ce que si je m'équipe, car on l'a bien vu aussi, c'est un peu la folie des équipements en alarme, en vidéosurveillance, je ne nommerai aucune marque, parce qu'on en a assez sur nos écrans publicitaires, à la télévision. On voit bien que c'est quelque chose qui est devenu vraiment dans notre quotidien. Est-ce que si on a ce type de protection, tout du moins d'équipement, on aurait une assurance moins chère? On va dire plus les choses simplement. Clairement, à partir du moment où, quand vous déclarez, en fait, quand vous souscrivez votre contrat d'assurance habitation, vous allez décrire les éléments que vous voulez garantir, le type d'habitation, votre adresse, tous les éléments que va vous poser, toutes les questions que va vous poser l'assureur, d'accord. Et ensuite, il va vous demander également quels sont les moyens de protection dont vous disposez. Et clairement, si vous disposez d'une alarme avec télésurveillance et autres, le prix de votre assurance habitation sera inférieur. C'est toujours important parce que c'est pareil là, quand on se fait cambrioler, généralement c'est ce que on évoquait cela avec Madame la psychologue. On a souvent des fois des choses, des souvenirs, des bijoux de famille qui sont volés. Est-ce qu'il fallait les faire, comment on dit, quand on veut savoir leur valeur, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il fallait les faire estimer avant? Vous avez la possibilité, en effet, Laurence, vous avez la possibilité de se faire une expertise en amont, des objets de valeur. Il y a deux types d'éléments que vous garantissez et que vous garantit la garantie vol. C'est le capital mobilier, c'est-à-dire tout ce qui équipe votre habitation, ça c'est un premier point. Et ensuite, ce qu'on appelle les objets de valeur. Donc les objets de valeur, ça va être des espèces, des bijoux, des tableaux, peut-être des œuvres d'art, ce genre de choses. Donc ça fait l'objet d'une déclaration spécifique à faire à votre assureur. Donc vous aurez un montant qui sera garanti pour le capital mobilier, vos équipements, ça peut être vos lits, les téléviseurs, etc. Et ensuite, un montant spécifique pour les objets de valeur. Il faut bien que ce soit précisé et détaillé. Il y a des régions où, du coup, l'assurance va être plus chère sur le vol ou sur l'assurance vol parce que les régions sont les plus visitées? Alors, la réponse est clairement oui, en fonction du type de sinistralité. La sinistralité n'est pas la même. Il y a par exemple plus d'inondations dans certaines régions que dans d'autres régions. Les incendies de la même façon. Et le vol également impacte plus certaines régions. Vous aviez eu par exemple une région qui reste la moins chère à assurer, qui est la région Bretagne, qui avait subi une très forte hausse ces dernières années, parce qu'il y avait eu une recrudescence des vols. Il y avait eu plus de 44% de vols dans cette région. Donc, ce qui avait augmenté de plus de 11%, même si la région reste aujourd'hui encore moins chère à assurer au niveau national, elle avait subi une très forte hausse, justement, en raison de la sinistralité vol. C'est important, je voudrais aussi qu'on parle de quelque chose, parce que là, on a parlé des résidences principales et des résidences secondaires. Mais si jamais, et je poserai aussi la question ensuite à notre autre invité qui est avec nous, au pluriel, puisqu'ils sont deux, si jamais je me fais cambrioler alors que j'ai loué une maison, c'est-à-dire que je suis dans la location, que ce soit quelle que soit la façon dont j'ai loué, un gîte ou Airbnb ou autre, que cette maison m'appartient pas et que pendant mes vacances, je me fais cambrioler, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, vous pouvez disposer de ce qu'on appelle la garantie villégiature, qui est souvent proposée dans votre contrat d'assurance habitation, de votre résidence principale. Donc, quand vous faites une location, cette garantie-là peut intervenir si vous causez un dommage ou s'il y a un vol, ou vous pouvez souscrire une assurance spécifique pour le bien que vous louez. Tout dépend un peu de la configuration et de votre contrat d'assurance habitation. Un élément peut-être aussi à rajouter, puisqu'on parle du traumatisme psychologique qui est réel. Aujourd'hui, dans la majorité des contrats, vous pouvez bénéficier d'un soutien psychologique qui est prévu justement en cas de vol. Notamment les vols avec les effractions, agressions, les homejacking qui sont de plus en plus fréquents. Ils sont d'autant plus traumatiques parce que vous êtes présent et vous êtes souvent agressé.
vous avez la possibilité de bénéficier d'un soutien psychologique. C'est prévu dans certains contrats d'assurance. Merci beaucoup Olivier Moustakakis, vous qui êtes le cofondateur d'Assureland, également d'être intervenu sur Sud Radio pour notre dossier de l'été spécial cambriolage. Je vais me retourner de nouveau vers vous, chef d'escadron Sébastien Rigali, commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand. On vient d'évoquer le fait effectivement qu'on pouvait aussi être cambriolé alors que nous étions dans une maison de vacances. Est-ce que ce sont des choses que vous voyez dans votre environnement ou pas ? Alors nous, pas forcément sur notre territoire, puisque nous avons surtout des vols par effraction qui sont commis dans les résidences principales en l'absence des habitants. Donc en fait les cambriolages ont lieu sur toute la période de l'année, mais effectivement en cette période estivale, on a une recrudescence de ce genre de fait en l'absence des propriétaires. Mais comme nous ne sommes pas dans un secteur où il y a une forte présence touristique, c'est pas forcément des cambriolages que nous constatons. Nous constatons plutôt des cambriolages dans les résidences justement qui ont été vides de leur résidence sur cette période. Olivier Moustakakis nous le disait, cofondateur d'Assureland, l'une des premières choses à faire, c'est effectivement, on a 48 heures pour faire la déclaration auprès des forces de l'ordre. Oui, après, si malheureusement, parce que ça arrive là, nous, il y a peut-être des cambriolages qui ont été commis depuis une dizaine ou une quinzaine de jours et les résidents ne se sont pas encore rendus compte de des faits suite à leur absence. Nous, dès qu'ils rentrent et qu'ils constatent les faits, ils nous appellent jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et une patrouille viendra automatiquement pour venir constater les faits et faire des constatations sur l'effraction. Et du coup, donc, même si... Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Même si le fait donc ont lieu plus de 24 heures, nous on n'a pas ce délai de temps. Nous on intervient dès l'appel de la victime. Ouais, et puis beaucoup de questions sur la page Facebook de Sud Radio. En gros, un autre cas de figure. Imaginez que je dors à la maison, parce que des cambriolages quand on dort, on en entend parler souvent aussi, alors qu'on est bien présent dans la maison, et que ça se passe mal avec le cambrioleur. On réagit, on se lève, on lui tape dessus. Évidemment, je suis pas pour la violence, mais et qu'il est blessé. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors normalement, là, si donc là on est dans la légitime défense, puisqu'il y a une intrusion dans notre domicile et qu'on se défend, donc là, en fait après la riposte ou la défense de la victime doit être proportionnelle à l'agression. Ça veut dire qu'après elle doit aussi stopper. Donc la légitime défense doit s'arrêter dès que l'infraction ou dès que l'agression a été commise. Ça veut dire qu'on ne poursuit pas les malfaiteurs sur plusieurs kilomètres pour après faire un acte de vengeance. Mais vous êtes bien évidemment dans votre domicile agressé, vous êtes en droit de vous défendre dans le cadre de la légitime défense tant qu'elle est proportionnée. Marie-Victoire Chopin, psychologue comportementaliste, par rapport à cet exemple que l'on a donné, imaginez qu'on a un double choc, c'est-à-dire qu'on est présent à la maison alors que les faits se passent. C'est arrivé souvent où les gens dorment et se rendent compte le matin ou un peu tardivement qu'ils ont été cambriolés. Est-ce que le choc est encore plus difficile psychologiquement parce que nous étions là ? Absolument, le choc est beaucoup plus important, donc c'est des situations qui mènent clairement à un véritable traumatisme psychologique. Donc être menacé ou agressé, c'est beaucoup plus traumatisant que de découvrir après coup son logement dévasté. Et puis il y a aussi la perception de danger vital. Si une victime a cru qu'elle allait mourir, le risque de stress post-traumatique est très élevé. Puis il y a aussi des caractéristiques personnelles qui vont accentuer la vulnérabilité. Par exemple, s'il s'agit d'une personne isolée, d'une personne âgée, par exemple, une mère seule avec ses enfants, ils peuvent vivre l'intrusion avec une intensité plus grande. Et il y a aussi la nature des pertes qui peuvent rentrer en jeu. Donc perdre, par exemple, un ordinateur, que si c'est un outil de travail aujourd'hui, tout est dedans, c'est très douloureux. Perdre les photos de toute une vie, c'est insoutenable. Donc, il peut y avoir une composante très subjective liée à la nature de ces pertes. Il n'y a pas lieu à juger ou à trouver une jauge de gravité. Ça peut être très douloureux pour certains, tandis que d'autres vont peut-être rebondir plus facilement sur ce type de perte. Et comme nous dit Fréquence sur la page Facebook de Sud Radio, j'ai vécu un cambriolage à Toulouse alors que j'étais en vacances. L'horreur. Le pire, c'est la disparition des souvenirs qui ne peuvent pas être remboursables. Et surtout reconstruits.
surtout reconstruit. Donc voilà, pour conclure, on n'hésite pas aussi à se faire aider psychologiquement. On pense pas, vous savez, la fameuse phrase que l'on dit souvent, ouais, toujours plus fort que tout le monde. Non, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, il peut risquer d'y avoir un contre-coup psychologique qui arrive. Merci à vous trois d'avoir été en notre compagnie. Sébastien Rigail, commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand et chef d'escadron. Marie-Victoire Chopin, psychologue comportementaliste, et Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assurland. Notre dossier de l'été consacré aux cambrioleurs de l'été se termine. Dans quelques instants, je vous propose d'aller nous détendre un petit peu dans une bambouserie pas comme les autres, un jardin exotique au cœur du Gard. Trouvez les escapades de Rémi André. Moi, je vous propose d'aller nous balader sur une très très belle bambouserie. Mais pour le coup, évidemment, on aura l'occasion, comment je vais vous dire, d'aller dans les Cévennes, et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Sud Radio, les sentiers de l'été. Et on va s'arrêter à la bambouserie des Cévennes, un jardin exotique unique en Europe qui est situé près d'Anduze, dans le Gard. Un parc botanique qui invite à un voyage dépaysant à travers des forêts de bambous géants, des plantes rares, des ambiances assez incroyables. C'est plus qu'un lieu de promenade, c'est vraiment un rendez-vous que je vous propose de découvrir avec Valentine Crouzet, qui est la directrice générale de la bambouserie. Bonjour Valentine. Bonjour à tous. Je vais tout simplement proposer à tout le monde d'aller découvrir cette magnifique bambouserie. Je voudrais qu'on en connaisse un peu l'histoire d'ailleurs, pour commencer. Alors, la bambouserie a été créée en 1856 par Eugène Mazel, qui était vraiment un passionné de botanique, de sciences naturelles. Il était originaire de nos Cévennes, a racheté ce domaine et il a ramené plusieurs essences des 5 continents, et l'histoire de la bambouserie a commencé comme ça, donc il y a bientôt 170 ans. Waouh, il y a quoi? Il y a plus de 200 variétés de bambou? C'est ça, plus de 200 variétés de bambou et plus de 1300 variétés de plantes. C'est ce qui rend ce jardin si exceptionnel? Exactement. En fait, quand on rentre à la bambouserie, on est à la porte des Cévennes et on a l'impression d'être ailleurs, et ça grâce au végétal qui nous fait voyager. Ce végétal, en tout cas, on s'y sent donc drôlement bien cet été, surtout avec les températures qu'il y a eu? Oui, le parc est très ombragé de par la taille des bambous, où certains font plus de 20 mètres de haut, et la taille des grands arbres qui ont bientôt 170 ans. On a par exemple les séquoias qui viennent de Californie, qui font plus de 40 mètres de hauteur. Waouh! On a aussi des bambous qui vont jusqu'à 25 mètres. On a le vallon du dragon, le jardin japonais, le labyrinthe, le village laotien, la balade aérienne, la serre Mazel, le jardin des bassins de Gênes. Racontez-moi tout, faites-moi visiter. Alors la bambouserie, dès que vous rentrez, vous allez être plongé en Amérique, en Californie, grâce aux séquoias, donc comme je disais, qui font 40 mètres de hauteur. Et ensuite, vous allez prendre une allée et vous allez arriver au village laotien. Donc c'est la reconstitution d'un village laotien typique avec différentes cases en bambou pour voir les habitats originaires du Laos. Mais après... Oui, pardon, juste pour s'arrêter sur Laos, c'est venu d'Eugène Mazel, déjà le Laos, ou c'est vous après? Alors non, ça c'est nous, c'est les années 80 où on a eu la chance d'avoir des réfugiés politiques qui sont venus à la bambouserie, et ça a été vraiment un partage, une transmission de savoir sur le travail du bambou. Donc ça s'est fait comme ça, et le village laotien a évolué au fur et à mesure des années, mais toujours a été construit et travaillé comme ils le font au Laos. La balade aérienne, c'est quoi? Alors la balade aérienne, c'est une structure en filet où on monte à jusqu'à 8 mètres de hauteur. Il y a plus de 1200 mètres carrés de filet. Et en fait, c'est de pouvoir observer le végétal, mais vu du haut. Donc d'être comme dans une canopée, où là, on va pouvoir observer bananiers, palmiers, bambous et d'autres plantes vues d'en haut. Et c'est véritablement une autre sensation qui s'ouvre à nous. Les serres Mazel, M-A-Z-E-L. Alors Mazel, donc qui ont été créés par le créateur du parc. Donc c'était des serres d'acclimatation au départ. Aujourd'hui, on en fait, c'est véritablement plus un lieu d'exposition où en ce moment on a des plantes d'Afrique du Sud, donc de pouvoir découvrir des plantes endémiques
de ce pays-là et qui ont par exemple peu de besoins en eau et qui sont complètement différentes des plantes qu'on peut avoir dans nos Cévennes. Alors évidemment, on va pouvoir prendre le temps de découvrir tout cela. Est-ce que cette bambouseraie incroyable, est-ce que cette bambouseraie des Cévennes peut être au-delà d'un jardin de promenade aussi un jardin d'études par les professionnels qui viennent vous voir ? Alors ça peut être tout à fait un jardin d'études avec notamment les différentes variétés qu'on peut avoir des 5 continents, de voir comment elles se comportent et on le voit au fur et à mesure des années où malheureusement le climat se réchauffe, où il y avait certaines plantes qu'on rentrait l'hiver, où aujourd'hui on n'a plus besoin de le faire et on continue encore de pouvoir tester par rapport à ce réchauffement climatique. Là par exemple on est en train de tester des plantes qui viennent du Chili. Ah, et alors ? Eh ben, on vous dira ça l'année prochaine. Il faut attendre un an encore. L'hiver n'est pas encore arrivé. Non, mais là, vous parlez de réchauffement climatique et vous avez aussi des essences et des individus comme les bambous qui sont peut-être plutôt habitués à ces chaleurs-là. Est-ce que depuis ce changement climatique, moi, mes amis météorologues, on va dire quoi, agriculteurs et vignerons me disent que le gros changement, c'était 2018-2019. Est-ce que vous avez vu des essences souffrir ? Alors, on voit pas d'essence souffrir à proprement parler, puisque on va faire un diagnostic au jour le jour, de pouvoir voir les besoins en eau. Et comme à la bambouserie, les plantes, la plupart des plantes, les grands sujets ont 170 ans, c'est plus sur les jeunes plantations où on va faire attention. Aujourd'hui, on n'a pas observé, je pense qu'il nous faudra encore quelques années pour voir l'impact que peut avoir par exemple des épisodes de sécheresse. Vous êtes aussi un parc qui a un vrai engagement pour la nature, pour la biodiversité, pour l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. On a véritablement, en fait, on se donnait un rôle, une mission, on va dire, de pouvoir accompagner nos visiteurs dans la préservation de la biodiversité par des pratiques que nous, on met en place qui sont très simples. Par exemple, on fait un atelier pour fabriquer un petit abri à insectes, dont l'importance de pouvoir préserver les insectes, puisque les bons insectes, on va dire, vont manger les mauvais insectes. Donc, on fait différents ateliers auprès des scolaires, beaucoup, mais aussi auprès des individuels. Le week-end, on a une formidable équipe guide qui propose des ateliers, donc par exemple sur, comme je le disais, sur la préservation de la biodiversité via ces petits abris insectes, mais aussi sur l'épopée des plantes, comment les plantes évoluent à travers les pays, également sur les insectes. Et là, on a un nouvel atelier l'année prochaine sur les champignons, sur l'importance des champignons. Waouh, très bien. Et alors, il y a également Jardin Remarquable, hein, vous êtes classifié ? Oui, tout à fait. On est classé jardin remarquable et on est également inscrit au monument historique. On a souvent l'impression que l'inscription au monument historique sont pour les châteaux, mais non, les jardins aussi peuvent prétendre à cette inscription qui est pour nous véritablement important, puisque la bambouserie est un sanctuaire qu'on doit préserver, mais seul on fait pas grand-chose, mais à plusieurs, donc c'est mieux. Donc de pouvoir avoir l'État qui nous soutient là-dedans, parce qu'on est un jardin privé, et de pouvoir avoir cette inscription, c'est un hommage déjà aux créateurs et aussi pour les générations futures. Oui, et puis n'hésitez pas vraiment, parce qu'on est dans le cœur des Cévennes. Quel âge a le plus vieil individu chez vous ? Alors, j'ai envie de dire 170 ans à la création du parc. Et c'est quoi? Non, il y a peut-être aussi un chêne, un Quercus robur. On pense qu'il était là avant la création du parc. Malheureusement, il faudrait faire un carottage et donc c'est de pouvoir prélever dans le tronc de l'arbre ce qu'on va pas faire, et on va garder cette part de mystère et on connaîtra, je pense, probablement pas l'âge de cet arbre, mais les experts des grands arbres pensent qu'il était même là avant la création. On est situé à Générargues, dans le département du Gard, pour retrouver cette bambouserie des Cévennes. Aujourd'hui, on va finir par le côté pratico-pratique. Vous êtes ouvert depuis le mois de février. Vous allez terminer sur le plus beau jour de l'année, qui est celui de mon anniversaire, le 9 novembre. Ça, c'est fait au passage. Le prix d'entrée ?
Pardon. Alors le prix, on est à 15,20 € l'entrée et il faut compter minimum 2 heures de visite et on est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, jusqu'à ce magnifique jour du 9 novembre. Et puis on peut aussi, comme c'est un endroit que l'on peut voir vivre du mois de février au mois de novembre, on peut prendre un pass annuel. Est-ce que les écoles, j'imagine, viennent aussi vous voir ? Tout à fait. On a un pass annuel qui est rentabilisé au bout de la 3e visite. Donc on peut venir quand on le souhaite, notamment pour les événements. Et également, oui, on accueille les scolaires, les associations, les personnes en situation de handicap. On est labellisé qualité tourisme et handicap. Voilà, on est ouvert, et accessible pour tous les publics. Un jardin exceptionnel créé en 1856 par Eugène Mazel, passionné de botanique, la bambouserie des Cévennes avec ses atmosphères rafraîchissantes, surtout en cet été 2025. L'ombre des bambous, l'apaisement garanti face à la majesté des séquoias et du vallon ombragé. C'est vraiment un endroit dont il ne faut pas se passer en cet été 2025, mais aussi tout le reste de l'année jusqu'au mois de novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous. Et puis merci surtout de continuer de préserver cet endroit si exceptionnel pour la bambouserie de Cévennes, des Cévennes. Dans quelques instants, nous avons rendez-vous avec Rémi et ses escapades. Rémi va nous emmener dans le Tarn à la rencontre d'un homme qui est le maire de la commune de Lautrec. Et puis ce sera donc juste avant de se retrouver pour la fin de nos routes de l'été et le retour de l'info de 13h.